Il est 12h45. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. L'autorité du bassin de la Volta est en concertation depuis mardi. Objectif, veiller à la gestion rationnelle et intégrée des ressources du bassin, à la sauvegarde de l'environnement et de l'écosystème du fleuve. Le 7 mars, c'était hier, mais c'était également la célébration des 65 ans d'existence de la radio nationale. Suivez dans ce journal un reportage sur les femmes qui ont contribué et qui contribuent encore à son rayonnement. Et puis, l'ONG Afrique Mutualité en croisade contre la malnutrition et la pauvreté. Ses responsables ont tenu une séance de travail pour faire un bilan et jeter de nouvelles perspectives. Le bassin de la Volta est un fleuve qui traverse le Bénin et 5 autres pays d'Afrique. Malgré son importance pour les populations, il est confronté à certains problèmes qui ternissent ses ressources. L'autorité du bassin de la Volta, ABV, est depuis 2 jours en séance afin d'apporter les solutions idoines. Brice Thibozo, Jennifer Sativi. Classé 9e plus grand fleuve d'Afrique, le bassin de la Volta couvre une superficie estimée à 400 000 km². Réparti entre 6 pays dont le Bénin, il s'avère très important pour le développement socio-économique. Ce bassin couvre d'énormes potentialités sur le plan hydraulique, sur le plan écosystème en général et sur le plan même richesse qu'on peut tirer. Le bassin de la Volta couvre 6 pays. Par ordre alphabétique, c'est le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo. Ces 6 pays partagent 7 ressources en eau. L'eau pour la production électrique, l'eau pour l'agriculture, l'eau pour l'élevage, l'eau pour l'économie. En 2013, une analyse diagnostique transfrontalière a révélé des problèmes environnementaux liés au bassin de la Volta, susceptibles d'engendrer d'énormes dégâts pour les populations. Et la menace qui pèse sur ces ressources de par l'utilisation abusive par les hommes, les pressions anthropiques, de par les changements climatiques et qui diminuent considérablement la pluviométrie et qui ont des impacts sur l'écoulement des cours d'eau. Aujourd'hui, quand vous allez à Pandjari, notre portion, vous constatez qu'à un mois de l'année, les débits sont presque nuls. L'eau devient rare. Si ça devient rare et que la population est en train de s'accroître, à un moment donné, si on ne fait pas attention, c'est des problèmes que ça va créer. Afin d'améliorer la gestion de ce fleuve transfrontalier, l'autorité du bassin de la Volta, ABV, a adopté un plan stratégique cofinancé par la Banque mondiale. Première étape, l'élaboration d'une charte de l'eau du bassin de la Volta. L'atelier de validation de cette charte s'est tenu à Cotonou. Il s'agit là de mettre en place les règles et les principes de l'utilisation, de la gestion des ressources en eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a un barrage qui va être créé au niveau du Bénin pour produire l'électricité, il va falloir que cet ouvrage puisse bénéficier l'ensemble de ces 6 pays et pour le bien-être de l'ensemble des populations qui partagent ce bassin qui est estimé à 25 millions d'habitants. En dehors de l'élaboration de la charte de l'eau, plusieurs autres activités font partie du programme d'action stratégique de l'autorité du bassin de la Volta. Le coût global du projet est estimé à 10,94 millions de dollars, soit environ 6 milliards de francs CFA. Créée le 7 mars 1953, la Radio nationale du Bénin a 65 ans. Cette station de service public s'emploie depuis sa création à servir ses auditeurs. Son personnel est constitué d'hommes et de femmes professionnels. Des femmes qui ont pour leitmotiv la passion du métier. Christelle Tongodo, Anthony Alaka et Rodrigue Blondoumé ont promené leurs caméras dans les locaux de la Radio nationale. Ils sont allés à la rencontre des femmes qui y travaillent. Entre ces femmes de médias et la radio, c'est une histoire d'amour. Elles l'ont choisi et aimé depuis toujours pour des raisons diverses. La radio, c'est un art. C'est magique. C'est le contact avec les auditeurs. La radio, elle est vraiment légère. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de grandes choses. La radio, malgré sa simplicité, obéit à des normes.
Même si pour ce type de médias, la passion reste la condition sine qua non. Il faut avoir de la passion pour la radio, maîtriser la langue dans laquelle on parle. Il faut avoir une voix, c'est vrai, une voix, on dit voix radiophonique. À la radio, c'est très important d'avoir une bonne diction. Quand tu n'as pas l'humilité, par exemple, tu ne peux pas avoir un langage assez digeste pour les auditeurs. À la radio, vous vous retrouvez dans un petit studio. Vous travaillez, c'est vrai, en équipe, mais généralement avec un technicien. Et depuis votre studio, vous parlez pratiquement au monde entier. Donc, dans cet anonymat, vous êtes quelqu'un d'important parce que vous travaillez véritablement au mieux-être des autres. Désormais, ces mères de famille n'imaginent plus leur vie sans la radio. Ce précieux instrument les a chacune façonnées et leur confère ainsi, in fine, une nouvelle identité. J'étais très timide, mais quand je suis venue au journalisme, ça m'a permis d'être plus ouverte et de savoir parler en public. Ça m'a apporté un peu de notoriété. Avec la radio, je suis allée quand même assez loin. J'ai gagné quelques prix et ça fait ma fierté, la fierté de mes enfants. Comme je suis particulièrement dans le domaine des femmes, des enfants, ça m'a permis de vraiment me spécialiser et de découvrir davantage de choses concernant les femmes, les associations, les institutions, les organisations. Mais dans cet univers apparemment gai, tout n'est pas rose. Actuellement, je suis seule au niveau du poste de journaliste en langue nationale. Ça veut dire que tout ce qu'il y a comme tâche, je l'exécute normalement, comme si j'étais un homme. La première des difficultés, c'est de se voir imposer des choses qu'on ne voudrait pas faire. Vous êtes appelé à travailler tous les jours, à travailler même le week-end, samedi, dimanche. Et vous sentez qu'on vous traite parce que vous êtes femme. On a un regard peut-être parfois malveillant parce que seulement vous êtes femme. Difficile sans doute d'exercer dans les médias, mais entre difficulté et passion, le choix est vite fait. Arriver à bout de l'extrême pauvreté, c'est le défi que veut relever l'ONG Afrique Mutualité. Ses responsables ont tenu mardi dernier un atelier pour faire un bilan de la mise en œuvre de son projet intégré de nutrition communautaire et de la lutte contre la pauvreté, PINCP. Bénédicte Possou et Yasmine Damata ont assisté aux travaux. Voici leur compte-rendu. Selon les statistiques de l'Institut de recherche empirique en économie politique, en 2017, la pauvreté s'est accrue au Bénin. Elle passe de 19% en 2011 à 27% en 2016. Pour corriger le tir, l'ONG Afrique Mutualité s'est assigné une mission: lutter efficacement contre la malnutrition et la pauvreté au Bénin. Dans cette logique et grâce au PINCP, projet intégré de nutrition communautaire et de lutte contre la pauvreté, elle décide d'accompagner des ménages dans 10 villages de Zapota et 10 villages de Zé. C'est vraiment une petite goutte d'eau. Et donc cette goutte d'eau-là crée un espace d'apprentissage à partir duquel et autorités communales et services déconcentrés de l'État et communautés avec la puissance publique nationale peuvent voir comment faire pour reculer aussi bien la pauvreté extrême que la malnutrition dans notre pays. Nous avons eu à organiser des séances de causerie éducative sur l'alimentation, la santé, la nutrition au niveau des mères de ces enfants-là. On a eu à distribuer des kits de production agricole pour améliorer les capacités de production des mères de ces enfants. On a eu à octroyer des fonds d'appui pour appui aux activités génératrices de revenus. D'une durée de 15 mois, ce projet a soulagé plus d'un dans ces localités où la malnutrition et la pauvreté sévissent. À ce jour, depuis que nous avons reçu la formation et encadré ces mères, elles ont changé et appliquent régulièrement les règles d'alimentation dans les repas des enfants.
Aujourd'hui, nous avons moins d'enfants malnutris dans notre commune. Le PINCP revêt en réalité un double sens. Il contribue non seulement à lutter contre la pauvreté extrême, mais aussi à réduire la malnutrition. La lutte contre l'extrême pauvreté est renforcée par l'attention portée sur la malnutrition et les efforts déployés sur la lutte contre la malnutrition sont renforcés par l'attention portée à l'extrême pauvreté. C'est cette conjugaison que l'ONG Afrique Mutualité a réussi à, je vais dire, expérimenter. À l'issue de cet atelier, les participants attendent un accompagnement pour atteindre un seul objectif, celui d'un Bénin sans malnutrition et sans pauvreté. La Côte d'Ivoire compte investir environ 3 750 milliards de francs CFA sur 5 ans pour développer ses infrastructures. Ceci devait permettre au pays de mettre en place de nouveaux chantiers afin de booster la croissance d'une économie en forte progression. Selon les informations, ce plan devrait également permettre le développement de projets routiers et autoroutiers, la construction de ponts ainsi que des travaux dans le secteur hydraulique. Toujours en Côte d'Ivoire, comme les années précédentes, le pays a affiché en 2017 l'un des taux de croissance les plus élevés au monde d'après la Banque mondiale. L'excellente santé économique du pays conforte une politique de développement qui vise l'émergence d'ici 2020. Il faut noter que des progrès restent à accomplir en termes de commerce extérieur et d'innovation. Néanmoins, la Côte d'Ivoire a également fait un énorme bond en avant dans les classements Doing Business de la Banque mondiale, passant de la 167e place à la 139e avec un taux de croissance estimé à 7% pour 2018 et 2019. Depuis un an, la région française des Hautes-Alpes connaît une augmentation exponentielle d'arrivées de migrants de Guinée et de Côte d'Ivoire, des jeunes qui fuient des conditions de vie précaires et un avenir bouché à la recherche d'une vie meilleure en Europe. Allons à la découverte de leur quotidien dans ce reportage. Certains sont arrivés dans la nuit, d'autres il y a quelques jours. Ces migrants d'Afrique de l'Ouest profitent d'un peu de répit dans ce refuge de Briançon, près de la frontière italienne, après avoir traversé les Alpes. Depuis des mois, ces bénévoles se relaient 24 heures sur 24 pour les accueillir. Je viens à la cuisine à midi et en principe un jour sur 2. Depuis 15 jours, ça a flué. Il y a eu un moment un peu plus calme. Et puis là, c'est reparti toutes les nuits des arrivées entre 15 et 20. Près de 3000 migrants ont fait étape dans ce centre d'accueil depuis juillet dernier. Parmi eux, une grande majorité de Guinéens et d'Ivoiriens. Tous racontent des conditions de vie précaires, le chômage, un drame familial. Autant de raisons qui les ont poussés à traverser la Méditerranée. Quand tu voyais un Ivoirien en France, il venait étudier. Il venait avec la bourse d'études. Mais aujourd'hui, c'est plus bourse d'études, c'est 6 Zodiac. Selou et Abou sont originaires de Guinée. Le pays est régulièrement secoué par l'instabilité politique. Les manifestations, fréquentes, sont violemment réprimées. Plus souvent, c'est les jeunes qu'on tue. Pendant les manifestations, pendant la campagne électorale. En Guinée, ils avaient peur parce qu'on va te tuer pour ne rien. Hanté par son périple vers l'Europe, Abou souffre d'insomnie. Il raconte avoir été emprisonné, maltraité et avoir failli être vendu comme esclave en Libye. Tout comme Selou, marqué par la prison. On ne mange pas 4 jours, comme si c'est 4 ans. Il vient la nuit, il nous frappe. Il ne nous donne pas à manger, même l'eau à boire. C'est impossible. Il n'y a même pas de toilette dedans. 4 jours, on n'a pas parti en toilette. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des femmes encore dedans avec des enfants. On est souffert là-bas. Fin 2013, Ibrahim a fui la Côte d'Ivoire, pourtant première puissance économique d'Afrique de l'Ouest. Exploité, kidnappé puis libéré, il traverse la Méditerranée à 120 personnes sur un Zodiac avant d'arriver en Italie puis en France. Pour rien au monde, je ne ferai ce voyage encore. Parce que déjà, c'est pas digne d'un être humain. Tous ces voyages avec toutes ces humiliations, tous ces... Je sais pas combien de fois j'ai flirté avec la mort, mais
Et je pense que je suis un miraculeux, parce que c'était pas évident. Le mythe de l'Eldorado européen est souvent entretenu sur les réseaux sociaux par les migrants arrivés sur le vieux continent, soucieux de leur honneur et de rassurer leurs proches restés au pays. Une situation bien loin de la réalité, car pour ces exilés, un nouveau parcours du combattant commence, obtenir des papiers et construire une vie décente. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous des informations, c'est tout à l'heure à 19h45.